à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le Mistral Social Club dans la série Les héroïnes de tous les jours. Nous sommes allés à la rencontre de Françoise Lacombe, sexologue, à Grance, une femme engagée sur la cause des femmes. Elle nous raconte avec émotion son combat d'une vie et celui qu'elle mène actuellement pour accompagner son mari atteinte de la maladie d'Alzheimer. On l'écoute. Je m'appelle Françoise Lacombe, je suis née en 1952, ce qui veut dire que j'ai entre 71 et 72 ans. Je suis originaire de la banlieue parisienne. J'ai été maman jeune, j'ai fait des études d'infirmière et j'ai exercé en tant qu'infirmière. J'ai eu 2 filles, à 25 ans j'avais mes deux filles. J'ai quitté mon premier époux. Et j'ai rencontré mon mari actuel, donc il y a 45 ans, quelque chose comme ça. Infirmière, c'était quelque chose que vous avez choisi. Quand j'étais enfant, avant toute chose, je voulais être maman. J'ai toujours eu un intérêt pour le médical, le soin. Et médecine, c'était trop long, puis peut-être j'étais un peu feignante. Donc j'ai choisi la facilité et j'ai fait infirmière. C'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversée en tant qu'être humain. Quand Nathalie est venue faire son reportage sur les héroïnes avec moi, je lui racontais que moi j'avais 16 ans en 68 et que j'étais dans un univers plutôt protégé, un univers familial protégé, et que le fait de découvrir une réalité du soin, de la misère, en particulier des femmes, parce que je pense à ce moment-là, pris beaucoup d'intérêt à la cause féminine. J'étais modelée quelque part. J'étais chez les bonnes sœurs. J'avais un peu des idées qui étaient les idées de mes parents. À 18 ans, je me retrouve à ce moment-là, on appelait ça l'école d'infirmière. Je pense que ça a vraiment été presque une naissance, une vraie révolution personnelle. Ça allait tout à fait dans le sens où je pouvais m'occuper des gens parce que c'était quelque chose que je voulais faire, je voulais soigner. J'étais bien dans ce métier. Mon premier mari n'aimait pas trop ce métier d'infirmière qui était prenant. Et du coup, peut-être pour lui faire plaisir, peut-être pour reprendre des études. J'ai passé un concours pour être enseignante, pour être prof. C'était quand même quelque chose qui me plaisait, la transmission de savoir. Et donc, il y avait une certaine continuité de passer du soin à une transmission de ces connaissances que j'avais acquis pendant mes études d'infirmière et puis ce que j'ai fait après avec la science de l'éducation. Il se trouve que le hasard de la vie a fait que j'ai choisi probablement ce deuxième métier d'enseignant un peu influencé par mon premier mari et je l'ai quitté pour un autre homme au moment où j'ai commencé à être enseignante. C'est les hasards de la vie. J'ai adoré mon métier d'enseignante. Je crois que j'étais une enseignante un peu différente des autres. Et vous enseignez où ? Alors, j'enseignais dans un lycée technologique à Volpénil, en Seine-et-Marne. Au départ, ça s'appelait les baccalauréats F8. Et puis après, ça s'appelait les bacs sciences médico-sociales. Maintenant, ça s'appelle les bacs ST2S. C'est les aléas des sigles de l'éducation nationale. En tout cas, le fait d'avoir été enseignante répondait tout à fait à une curiosité intellectuelle. Je pense que je n'aurais jamais pu probablement rester infirmière toute ma vie dans un service. C'était obligatoire que je fasse autre chose, que j'évolue. Et le métier d'enseignant m'a vraiment permis de m'ouvrir aussi par ce que j'ai engagé dans mes projets. Je suis partie au Mali avec les élèves, je suis partie en Algérie, dans les pays un petit peu étrangers, mais j'ai aussi fait d'autres choses beaucoup plus simples. Je pense que cette expérience d'infirmière et de soignante m'a servi pour être prof. J'ai pris ma retraite plus tôt, pour qu'on soit bien, et on est venu vivre ici, là, dans le sud, donc il y a un petit peu moins de 20 ans. Quand j'étais enseignante et que j'avais été au Mali, c'était au cours d'un projet sur la prévention du sida en Afrique. J'avais été happée par une association qui s'appelle le CRIPS et qui m'avait demandé de travailler pour eux et de faire des interventions dans le domaine de la sexualité et de l'éducation à la sexualité. C'était plus orienté prévention. C'est quelque chose qui m'a bien plu. J'ai repris des études ici à la fac de médecine à Marseille et j'ai fait un DU de sexologie humaine, au départ pour le plaisir.
et vraiment pour le plaisir, simplement pour augmenter mes connaissances. Petit à petit, j'ai eu le démon du soin est revenu. Et puis parce que j'avais des exemples autour de moi, je me suis installée en tant que sexologue. Je suis revenue aux soins et c'est là que je me dis que ces 3 activités professionnelles ont du lien. C'est-à-dire, je soignais, je suis devenue enseignante, mais il y avait une espèce de passage entre les deux. Et je suis redevenue soignante, thérapeute, et je faisais de l'éducation en même temps. Parce que les gens qui viennent voir un sexologue, ce sont aussi des gens qui sont très démunis. Ça m'a d'ailleurs énormément étonnée de voir cette similitude au niveau des interrogations entre les jeunes que je voyais dans les classes avec qui je travaillais dans ces séances d'éducation à la sexualité et mes patients qui venaient dans mon cabinet pour des problématiques très personnelles. Et j'ai retrouvé aussi tout ce travail autour de la condition féminine qui a toujours été quand même un peu mon fil conducteur de toute ma vie. Bon. Alors cette condition féminine, justement, dans votre parcours, partir d'une famille, on va dire, marquée peut-être par la religion catholique ou des choses comme ça, où c'était pas toujours forcément facile, on va dire. Ah, complètement. Qu'est-ce qui fait que cette émancipation, cette découverte justement de la place de la femme dans la société vous a touché et qu'aujourd'hui c'est devenu un combat? Je pense que au début de mes études d'infirmière, la loi sur l'IVG n'existait pas. J'ai vu des femmes dans une détresse terrible, déterminées absolument à ne pas mettre un terme à cette grossesse, qui étaient prêtes à y laisser leur vie, quoi, en fait. Et pour moi, ça a vraiment été quelque chose de renversant, de bouleversant. Et je n'imaginais pas du tout cette détresse féminine. Et ça a vraiment été un moteur. Et j'ai fait, je vais pas dire un virage complet, quoi, en fait, où je quittais toutes ces croyances que l'on m'avait inculquées, bien malgré moi, j'ai envie de dire. Et je découvrais la souffrance, l'isolement des femmes. Et puis c'était quand même une époque où il y avait une émancipation des femmes. Enfin, on parlait de Gisèle Halimi. Mes lectures, c'était des lectures sur la condition féminine. Je me rappelle d'un livre que j'avais lu qui s'appelait Du côté des petites filles d'Angelina Bellotti, où on faisait cette différence énorme d'éducation entre les petits garçons et les petites filles. Et ça a toujours été un combat. J'ai fait quelques manifs, je pense y avoir rencontré des femmes formidables et de la solidarité aussi, de l'élan. Et ce qui est assez particulier, en fait, ça tourne autour de l'éveil de la sexualité, c'est-à-dire quand j'entends les jeunes femmes qui parlent de contraception aujourd'hui avec des difficultés en disant « oh, il n'y a rien qui me convient ». Moi, je me souviens des femmes qui, tous les mois, attendaient leurs règles avec impatience, qui étaient horrifiées d'avoir une nouvelle grossesse à assumer, sans parler du viol, de la condition féminine. Quand je vois ces mouvements de dénonciation qu'on entend partout, et je me dis, mais ça a toujours existé et personne n'en parlait. Et on est toujours dans ce rapport de différence éducative entre les garçons et les filles. Et ça tourne beaucoup autour de la prise de pouvoir par la sexualité. Aujourd'hui, votre situation? J'ai arrêté toutes mes activités professionnelles depuis pas très longtemps parce que j'avais quelques petits problèmes de santé et également parce que mon époux est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mon mari a été diagnostiqué maintenant il y a 6 ans, je crois. Il y avait probablement des prémices avant, alors que j'avais fait un mémoire sur la maladie d'Alzheimer. C'était quelque chose que j'avais complètement écarté des risques potentiels liés au vieillissement. J'étais plutôt dans les maladies cardiovasculaires, le cancer. Mais mon mari avait une telle aura intellectuelle que pour moi, c'était pas envisageable qu'il perde la tête, entre guillemets. Et a posteriori, on se rend compte qu'il y avait plein de petits indices et qu'il y avait des prémices. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui évolue très lentement et probablement qu'il y a 20 ans, il y avait déjà des petites choses. Mais comme il était distrait, on mettait ça sous la distraction. Le moment du diagnostic, c'est quelque chose de difficile à vivre. Et puis petit à petit, d'apprendre à vivre autrement, c'est-à-dire à
à aménager l'espace, à aménager le fait qu'il ne puisse plus conduire. C'est terrible de perdre cet usage de la conduite, non pas parce qu'il ne sait plus conduire, mais il sait plus où il va. Être obligé de lui dire maintenant tu peux pas prendre la voiture, d'avoir ce rôle de limite, d'empêchement de vie quoi en fait. Pourquoi je peux conduire? On avait quand même trouvé un petit rythme. Je me faisais aider par des infirmières à domicile. J'avais trouvé un relais pour qu'ils puissent avoir des activités, l'orthophoniste, la gym. Je me suis quand même beaucoup occupée de lui. Et un jour, en promenant le chien dans les rues de Grance, il est tombé. Ça a été terrible parce qu'il s'est cassé la jambe, cassé le poignet, traumatisme crânien, donc amené à l'hôpital. Et là, tout bascule parce que tout d'un coup, la maladie, elle devient beaucoup plus sérieuse, avec des hallucinations, avec une impossibilité de retour à la maison, même si en service de chirurgie, une fois que on avait fait les premiers, le plâtre, les examens, bon, il était sortant quoi en fait. Je le voyais pas revenir à la maison, donc il a fallu chercher un établissement, mais les établissements de soins de suite qui sont normalement prévus dans les cas de fracture chez les gens qui ne sont pas atteints d'une maladie dégénérative. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on en trouve. Alors que quand on a une grosse étiquette maladie d'Alzheimer sur le dossier médical, personne ne veut de vous. La cadre de santé m'a dit, écoutez, si vous avez de l'argent, vous pouvez le placer en EHPAD. C'était pas dans mon schéma de pensée, mais il fallait trouver une solution, donc pour au départ 3-4 mois. La deuxième étape, ça a été, au bout des 3-4 mois, de prendre cette autre décision. Non, il ne rentrera pas à la maison, il va continuer à vivre. Alors, il allait à l'accueil de jour à Saint-Chamas. Nous avons vécu à Saint-Chamas. Il aimait bien cet endroit. Pour lui, c'était quand je serais à Saint-Chamas. Enfin bon, donc finalement, il a été admis à cette EHPAD de Saint-Chamas. Je passe ma vie à essayer d'être avec lui et d'être présente à certains moments, pas tout le temps. Je pense que je me préserve, mais je le préserve aussi. Je pense que toutes les personnes qui vivent avec une personne qui est à Alzheimer disent que à un certain moment, on perd sa patience. Pas dire qu'on pourrait être maltraitant, mais on pourrait l'être sans le vouloir, quoi, en fait. Au moins par la parole, parce que simplement de dire tu m'agaces, je te l'ai dit 10 fois, ou bien mais non, tu sais bien. Enfin, toutes ces petites paroles qu'on est amené à dire. J'ai parlé du deuil blanc. J'ai fait une formation avec France Alzheimer. C'est la première fois que j'ai entendu cette expression de deuil blanc. Je me suis vraiment beaucoup intéressée à ce terme-là, parce que faire le deuil de la personne que l'on a connue, mais elle est toujours là, physiquement elle est là. Je peux le toucher, je peux l'embrasser. Physiquement il est là, et il est même physiquement très imposant, donc il est vraiment très là. Et cependant, dans ses yeux, il y a du vide, il y a beaucoup d'angoisse. C'est beaucoup de peur. Il faut en permanence le rassurer. Moi qui suis assez exubérante, qui ai toujours envie de faire plein de choses, je dois me modérer pour ne lui parler que d'une chose à la fois, pour qu'il puisse suivre. Enfin, moi, il me fait rire. Il n'y a pas très longtemps, il me dit mais t'es venu avec quelle voiture avec la 4L. Et la 4L, c'est une autre époque. Ou au restaurant, où a écrit Lacombe. Mais on est mariés. Probablement que c'est très attristant. Mais moi, je réagis différemment. Ça me fait rire, j'éclate de rire quand il me dit des choses. Je dis oui, quand même. Tu peux pas l'avoir oublié. J'en parle comme ça, de manière légère, mais ça veut pas dire pour autant que c'est facile. Parce que même si je suis convaincue d'avoir fait le bon choix pour lui, j'aimerais qu'il soit le mieux possible. Malheureusement, je sais que c'est inhérent à la maladie, le fait d'avoir ces angoisses, d'avoir de temps en temps un regard sur lui. Je pense qu'il aimerait pas du tout se voir comme il est. Avec le recul, si on regarde tout ce qui s'est passé depuis votre arrivée à l'école d'infirmière, si on fait une petite synthèse, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui est important? J'ai envie de dire, c'est l'amour. L'amour au sens large. Mon mari me dit peut-être en 5 minutes, je sais pas moi, 100 fois qu'il m'aime. C'est extraordinaire. Ça pourrait être lassant, mais finalement c'est quand même pas mal de s'entendre dire qu'on vous aime. Je vais lui répondre pas autant de fois que lui. Et l'amour a guidé toujours ma vie. Je pense que
J'ai voulu des enfants parce que j'étais amoureuse. J'ai aimé, je crois même que je pourrais utiliser le terme passion. En tout cas, sur le plan professionnel, mes 3 métiers, je les ai exercés avec beaucoup de passion. Et dans mes relations, d'une manière générale, je suis assez entière et je me donne à fond, je crois. Quel message vous auriez envie de dire à toutes ces femmes qui vous écoutent aujourd'hui? Qu'elles ont beaucoup de chance d'être des femmes. Que être une femme, c'est une chance aujourd'hui parce que le monde a changé, même s'il faut être vigilant et il y a plein d'endroits dans le monde où la situation des femmes n'est pas comme elle est ici en France, par exemple. Moi, je pense que l'avenir appartient aux femmes. En conclusion, pour vous parler d'héroïne au quotidien, c'est quoi? C'est tous les jours donner du sens à sa vie, à ses combats, à ses... Pour moi, toutes les femmes sont des héroïnes. Elles assument tellement de parties de vie, leur propre vie, la vie de leurs enfants, la vie de leur famille, leur vie professionnelle. Être héroïque, ça n'est pas à un moment précis, c'est toute une vie. Ça, c'est ce que sont les femmes. Merci Françoise pour votre témoignage. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Les héroïnes de tous les jours sur le site de Mistral Social Club. Toute l'équipe du Mistral Social Club vous adresse ses ondes positives. À très bientôt.